Bonjour, bonjour à tous. On est content de vous retrouver. Je ne sais pas, certains se souviennent, je crois que c'était le 20 octobre dernier. On était ici à l'hôtel. L'hôtel n'était même pas ouvert au public. On avait le sentiment d'être dans un speakeasy. On se faisait plein de promesses. Je me rappelle, il y avait le discours de Sébastien Bazin qui était enthousiaste. Celui de Fabrice Collet avec beaucoup d'humilité face à cette crise qu'on traversait. Et donc on était très contents de se retrouver pendant cette journée-là. Bon, quelques jours après, c'était le confinement de la Toussaint et puis on était reparti pour un tour. Donc en tout cas, on est content de revenir dans une dynamique un peu plus classique. Aujourd'hui, on a voulu quand même répondre à des questions qui sont des questions importantes pour vous, pour nous, pour le secteur. On a des sujets sur quel est le contexte économique, on va en parler juste après, contexte macro dans lequel on se projette. On va parler, en tout cas réfléchir aussi aux problématiques qui sont liées aux ressources humaines, qui est un vrai sujet. On sait que c'est l'humain qui crée de la valeur dans notre secteur, on sait qu'on a une tension par rapport à ça. Il faudra essayer peut-être de mieux comprendre quelles sont les racines. Alors, je ne sais pas si c'est les racines du mal, mais en tout cas, quelles sont les racines et comment on peut les résoudre ou en tout cas mettre les choses dans le bon sens. Et puis on aura également des sujets sur la communication, comment on communique un peu dans cette période-là, comment on fait évoluer des concepts anciens, historiques. L'âge, l'expérience, ça n'est pas sale, il faut se renouveler, il faut être capable de se reprojeter sur des nouveaux concepts. Et donc je ne vais pas être très long ce matin, parce que les welcome speech, je ne vais pas vous faire quelque chose derrière un pupitre comme ça, en égrénant tous les sujets, mais en tout cas, on est très très content de vous retrouver. L'équipe a pas mal bossé. Il y a du live stream en anglais et en français. En anglais, c'est sur Twitter. For the English live stream is on Twitter. Et en français, c'est sur YouTube. Si ça marche ou pas, Claire? Ça marche pas. Eh ben, c'est pas grave, c'est très bien. C'est le monde digital. Parfait. Mais tout est quand même bien enregistré, vous inquiétez pas, ils rattraperont en cours. Donc sans plus tarder, je vous invite à accueillir chaleureusement quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, évidemment, vous avez peut-être dû en entendre parler. Beaucoup d'estime d'abord parce qu'il est très bon, c'est la réalité, c'est pas moi qui le dis, c'est les classements Bloomberg année après année qui disent que c'est le meilleur prévisionniste du monde. Et alors peut-être qu'on n'a pas réussi à caler nos sous-marins, mais on a, nous, le meilleur prévisionniste au monde et il est français. Donc je vous prie d'accueillir, s'il vous plaît, Christophe Barrault pour nous donner quelques éclairages sur le secteur. Over 50% of business travel and over 30% of days in the office will go away. Business travel has not returned. So are you expecting that to not return? Are you changing the strategy here? With respect to business and group travel, I continue to be very optimistic about it. And I think the core fundamental backdrop for that is in the same way that people have found amazing fulfillment in going away on holidays with family, friends, loved ones, and it's really given them tremendous inspiration and optimism. The same is true for business travel. I think that if our IPO represents anything, I think it represents that our hosts are coming back and that travel's coming back. And believe me, if you're standing, I recommend you sit down. Up 0.8% on headline, 4 times expectations, and the numbers are out. Headline up 0.5 exactly as expected. And do remember, the up 0.9 that we had was the highest going back, 13 years. The question is do we go back to where we were pre-COVID with consumer prices printing 1 to 2%, or do we have for a period of time a higher plateau? Is it 3 to 4% instead? Quelle perspective économique à moyen terme 2021-2022? Présenté par Christophe Barrault, chef économiste et stratégiste chez Market Securities, et Vangelis Panayotis, CEO chez MKG Consulting. Alors vous ne soyez pas surpris par les petits films, on a mis des petits éléments de contexte au cas où vous ayez éteint la télé pendant cette période de Covid, donc ça rappelle. Christophe, de quoi demain est fait alors? Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'objectif, en fait, tout d'abord, c'était de replacer un petit peu le contexte, de regarder un petit peu ce qui s'était passé cet été. Parce que le plus important pour faire une prévision, c'est toujours de regarder d'où on vient et de savoir exactement où on en est
à time T. Parce que sans ça, c'est toujours plus compliqué de prévoir. Donc l'objectif aujourd'hui, ça va être d'une part de faire un petit point de la situation actuelle, revenir sur cet été, et ensuite on essaiera de regarder ce qui peut se passer pour la fin d'année d'une part, et potentiellement 2022, même si, bon, étant donné le contexte, c'est toujours compliqué de faire une prévision. Alors je vais essayer de faire un topo global, mais je vais surtout focaliser sur les 3 zones que je suis le plus amené à couvrir, à savoir la Chine, les États-Unis et l'Europe. Donc pour 2021, on est dans un contexte plutôt favorable puisqu'on va avoir une reprise de l'activité mondiale. Reprise de l'activité mondiale qui sera de l'ordre de 6% si on regarde les chiffres de croissance. Légèrement moins de 6%, mais donc un rebond ultra significatif après une croissance mondiale donc qui s'est contractée d'environ 3% l'année dernière. Plus grosse chute depuis la Deuxième Guerre mondiale. En termes séquentiels, on peut malheureusement se dire que le pic de croissance est derrière nous. Il sera vraisemblablement fait au 3e trimestre, essentiellement parce que vous avez un rebond significatif de la croissance en Inde et, d'une manière un peu plus positive aussi, une croissance européenne qui va accélérer. Néanmoins, le pic de croissance est peut-être un petit peu moindre que ce qu'on attendait, parce que vous avez eu 2 phénomènes au 3e trimestre. Le premier, c'est un ralentissement extrêmement significatif en Chine et dans une moindre mesure aux États-Unis. Alors sur le côté chinois, qui est à mon avis le point le plus important aujourd'hui et qui est la surprise la plus importante, c'est que vous avez eu tout un tas de paramètres qui pèsent négativement sur l'activité. Le premier, c'est bien entendu le contexte sanitaire, puisque vous avez une résurgence des cas de Covid à partir de la mi-juillet. Vous avez eu des autorités qui ont choisi d'appliquer une politique de tolérance zéro, ce qui s'est traduit par des confinements localisés, et une faiblesse de l'activité, donc fin juillet et surtout au mois d'août, puis dernièrement sur les 2 dernières semaines de septembre. Donc une statistique que j'aime beaucoup et qui ne ment jamais, c'est le nombre de vols d'avions en Chine, puisque personne ne s'amuse à faire voler des avions à vide pour booster les statistiques. Donc on voit assez bien ça sur ce graphique. Donc premier point, donc, résurgence des cas de Covid. Vous avez un autre paramètre aussi négatif qui a trait à tout ce qui est énergie, qui est beaucoup plus le contexte actuel. Il faut savoir que la Chine a choisi d'appliquer des mesures environnementales drastiques pour atteindre ses objectifs de réduction d'émissions de carbone. Ça se traduit par une faiblesse de la production dans des secteurs clés, comme par exemple, vous l'avez sur le graphique de gauche, tout ce qui est production d'acier. Vous avez aussi une autre problématique, un autre facteur qui pèse sur la croissance, c'est tout ce qui a trait au marché immobilier. Et vous avez dû en entendre parler un peu plus récemment aussi avec Evergrande, qui est simplement une conséquence de la politique macroéconomique chinoise, parce que les mesures de restriction sur l'immobilier résidentiel en Chine, on va dire que c'est monté en puissance depuis août dernier. Il y a eu beaucoup plus de mesures au T2 parce que vous avez des prix immobiliers qui ont accéléré. Et avec les confinements localisés, vous avez eu un choc sur le marché immobilier. Vous avez eu un repli significatif des ventes immobilières. Donc ça, c'est le graphique sur la droite. Et ce qui pèse aujourd'hui sur la croissance chinoise. Si bien que pour le 3e trimestre, on peut avoir un chiffre qui sera très proche de 0 en Chine et qui sera le plus faible depuis le T1 2020. Je vais passer aux États-Unis maintenant. Donc les États-Unis, on a eu aussi une surprise légèrement négative au 3e trimestre. Donc ça s'explique par 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est comme la Chine, une résurgence des cas de Covid, donc qui a duré, on va dire, juillet, août. On peut penser aujourd'hui que le pic est derrière nous, ce qui est plutôt une bonne nouvelle et qui laisse suggérer une accélération au 4e trimestre. Néanmoins, sur le 3e trimestre, vous avez donc ce phénomène de Covid. Vous avez un phénomène de soutien fiscal aux ménages qui s'est un petit peu atténué. Vous avez par exemple tout ce qui est mesures d'allocation chômage extraordinaires qui ont pris fin début septembre. Et enfin, il y a un paramètre important à prendre en compte aux États-Unis, c'est l'inflation. Ça a eu un impact sur la confiance des ménages, donc qui s'est légèrement détériorée. Et on le voit à travers ce graphique qui représente les conditions en fait, dans lesquelles ils vont acheter des biens durables et surtout le côté véhicule neuf et surtout immobilier, donc qui est sur des niveaux qui sont les pires depuis des dizaines d'années. Donc ça vous explique pourquoi on a eu ce ralentissement aux États-Unis. Après, je pense que les États-Unis, c'est passager. Vous pouvez avoir un redémarrage au T4 parce que la situation est sous contrôle d'un point de vue sanitaire.
Maintenant, le point plutôt positif sur le troisième trimestre au niveau mondial, c'est que l'Europe fait figure d'exception, dans le sens où voilà, on devrait avoir une croissance qui accélère. Ça s'explique par plusieurs choses. Déjà parce que la reprise a été plus tardive qu'aux États-Unis, mais surtout vous avez une parfaite maîtrise, ou une bonne maîtrise de l'épidémie, qui est due à deux facteurs. Le premier, c'est la vaccination. Donc, comme vous pouvez le voir, les pays européens sont plutôt en avance sur les États-Unis ou d'autres pays en Asie, alors qu'on était à la traîne au démarrage. Donc, gros rattrapage là-dessus. Et après, vous avez eu des conditions climatiques qui ont été ultra favorables. Donc, tout ce qui est taux d'humidité, pollution, etc. Donc, ce qui ont permis une bonne maîtrise de l'épidémie. Maintenant, dans ce contexte-là, vous avez eu tout un tas d'indicateurs qui sont revenus au niveau pré-Covid, comme par exemple le trafic routier dans certaines capitales. Et vous avez eu aussi des signaux plutôt encourageants dans l'immobilier. Et là, je vais te repasser la parole. Je te laisse mettre la slide, du coup, si on en avait une. Ouais, alors, tout le sujet, c'est ce que tu viens de dire, c'est une normalisation de l'activité avec des contrastes. Forcément, on revient sur des chiffres plus hôteliers, hein, qui sont les chiffres que nous avons, nous. Où là, vous voyez dans ce graphique la moyenne du cycle précédent, entre 2009 et 2019, hein, en termes de taux d'occupation, de demande. Et on voit, avec cette petite courbe rouge qui est au milieu, c'est l'année 2021. La courbe rose, je ne sais pas si on voit le contraste, c'est 2020. Et donc là, on voit un effet de normalisation, de retour à la normale sur l'activité. Alors évidemment, c'est très contrasté, mais en tout cas, c'est sur la bonne direction. C'est pour ça que ça va être intéressant de voir maintenant. Est-ce que tu confirmes cette perspective aussi au niveau de l'économie ? Alors, pour les perspectives, on ne va pas se le cacher. C'est toujours très compliqué de faire des prévisions à un an. Et spécifiquement, en ce moment, donner un chiffre pour 2022, je pense que c'est quasiment impossible, que ce soit au niveau mondial ou même par zone géographique. Après, on peut essayer de donner un range. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est les risques qui vont être associés à ce range-là. Donc le consensus est plutôt aux alentours des 4,5 au niveau mondial pour l'année prochaine. Moi, je pense que ce sera plutôt 4 et que les risques associés, en fait, dans leur globalité, sont plutôt orientés à la baisse. Donc, je sais que ça contraste un peu avec ton humeur ultra positive, mais je voulais mettre l'accent sur un certain nombre de risques, puisque vous avez bien entendu, le risque sanitaire est particulièrement en Chine, puisqu'ils ont toujours une politique, à mon avis, tolérance zéro, pour la simple et bonne raison qu'ils veulent maintenir un cadre quasiment parfait en amont des Jeux Olympiques qui se tiendront en février 2022. Donc au moindre résurgence de cas, il peut y avoir des mesures de confinement et des risques à la baisse sur la Chine. Maintenant, il y a deux paramètres qui ont déjà été évoqués et qui persistent un petit peu à très court terme. C'est la flambée de tout ce qui est indice de fret et qui va se poursuivre vraisemblablement, on va dire jusqu'à la mi-novembre ou quelque chose comme ça, donc en amont de Noël. Donc il y a un impact négatif sur les marges des entreprises. Et en même temps, vous avez le prix de toutes les matières premières qui flambent. Donc c'est les deux graphiques qui sont derrière moi. Et la réalité, c'est que si vous discutez avec la plupart des chefs d'entreprise, aujourd'hui, ils sont extrêmement confiants sur le fait de passer ces hausses de prix sur les consommateurs. Donc vous allez avoir de l'inflation un peu partout. Qui dit inflation, on dit que vraisemblablement la croissance de la consommation réelle sera affectée légèrement au T4. Après, au-delà de ça, c'est toujours compliqué de de se projeter. On peut imaginer que ça va se normaliser et que pour début 2022, ce sera plus favorable, mais ça reste à voir. Les autres paramètres qu'il faut prendre en compte, c'est tout ce qui peut être lié aux semi-conducteurs. Donc la crise de semi-conducteurs, ce n'est pas vraiment nouveau, hein, ça existe depuis mi-2020. Mais l'impact réel, en fait, il est maintenant et il se retrouve surtout sur le secteur automobile. Alors, pourquoi c'est sur le secteur automobile ? C'est que vous avez plus en plus de semi-conducteurs dans les véhicules. Donc, c'était en 2000, on était aux alentours de 18%. Là, on est à 40%. Et concrètement, dans un cadre de pénurie, ce qui se retrouve, que ce soit en Europe, que ce soit en Chine, etc., c'est que vous avez des problèmes sur la production. Donc, vous n'avez quasiment pas de stock. Aux États-Unis, les stocks sont au plus bas historique. Donc, si vous voulez une voiture dernier cri aujourd'hui, il vous faudra entre 8 mois et 1 an avant de pouvoir l'avoir. Et la conséquence directe, c'est que vous avez une chute en fait, des ventes de véhicules au niveau mondial après le pic
qu'on a pu connaître l'année dernière. Donc on a des pressions sur le secteur auto. On sait que ça va perdurer. Le plus paradoxal, c'est qu'on ne trouve pas de vélo non plus, non? Je crois qu'il y a aussi sur les vélos. Donc pas de voiture, pas de vélo. Pas de voiture, pas de vélo, pas de trottinette et selon NAC, peut-être pas de basket. Donc ça commence à faire cher pour Noël. Voilà, tout ça, c'est une excuse que j'ai trouvée pour ne pas faire de sport, donc c'est parfait. Impeccable. L'idée, avant de passer sur le thème central, c'est que vous avez aussi d'autres risques politiques où il y a des incertitudes. Je vous en citais quelques-uns, mais il faut trouver une coalition en Allemagne maintenant. Il y aura des élections législatives au Japon. Vous avez le relèvement du plafond de la dette aux États-Unis. Pour 2022, bon, je pense que vous savez ce qui va se passer en France. Enfin, même si le résultat, c'est plutôt incertain. Et vous avez aussi les élections de mi-mandat aux États-Unis. Donc des facteurs qui créent de l'incertitude. Et d'un point de vue géopolitique, je pense que ça aussi, c'est peut-être le point le plus d'actualité, c'est que vous avez une flambée des prix de l'énergie qui peut peser aussi sur l'inflation et sur le pouvoir d'achat des ménages. Pour rappel, vous avez les prix du gaz qui vendredi vont monter de 12,6%, donc ceux qui sont au tarif réglementé. C'est à peu près 3 millions de personnes en France, donc ça commence à se voir. Maintenant, la thématique centrale pour, à mon avis, les économistes et les professionnels de marché, c'est la normalisation des politiques monétaires pour 2022. Je vous ai mis ce graphique, donc, qui est le bilan combiné des banques centrales du G7. Ça permet de se rendre compte de ce qui s'est passé pendant le Covid. Donc vous avez ce bilan qui a quasiment augmenté de 11 trillions de dollars depuis février 2020. Donc ça vous montre clairement le caractère accommodant des politiques monétaires. Et la difficulté pour l'année prochaine, ça va être de ralentir ces rachats d'actifs, mais surtout de relever les taux d'intérêt dans certaines zones. Donc ce sera un défi au Royaume-Uni, mais le défi principal, et ce que tout le monde va regarder, ce sera ce qui va se passer aux États-Unis. Dans l'idée, moi, mon hypothèse on va dire depuis 6 mois, c'est qu'il y aura au moins un relèvement de taux en 2022. Donc c'est confirmé récemment par 2 paramètres. Le premier, c'est le marché de l'emploi. Si vous regardez ce qui se passe, vous avez en termes d'offres d'emploi largement plus d'offres que de demandes. Donc ce qui est assez, on va dire, atypique du marché américain. Et dans ce contexte-là, vous pouvez imaginer qu'on aura une poursuite de l'accélération des salaires. Donc potentiellement une source d'inflation à moyen terme. C'est, on va dire, l'élément central en termes de politique monétaire. Mais le point principal qui est vraiment minimisé dans l'actualité et sur lequel je voulais faire un focus, c'est l'évolution des loyers aux États-Unis. Et si vous regardez un petit peu ce qui se passe et les données du mois d'août, peu importe le provider qui fournit les données, on était sur des hausses supérieures à 10% au mois d'août. Et là, donc la statistique est tombée hier soir, la même de Apartment List, qui est un indice qui est un peu supérieur, on était à 12. Au mois de septembre, on a 15% de hausse en rythme annuel. Et la différence des États-Unis, certaines villes en Europe, certains pays, c'est que les loyers ne sont pas du tout capés. Donc il y a un vrai risque d'inflation par les loyers. Or, les loyers, c'est 33% de leur indice des prix à la consommation. Donc on peut avoir des surprises là-dessus et une politique potentiellement monétaire un peu plus restrictive que prévu. Donc voilà, en résumé, moi, mon faisceau des risques est plutôt orienté à la baisse avec des perspectives, je dirais, un peu contrastées. Maintenant, je sais que toi, tu es beaucoup plus optimiste et c'est un peu normal dans un secteur où il y a du rattrapage. Effectivement, une des premières questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on va retrouver des clientèles chinoises par rapport à ce que tu disais. C'est pas évident que d'ici la fin de l'année, voire en 2022, on retrouve les mêmes flux qu'on avait l'habitude d'avoir pour tout un tas de raisons économiques et y compris politiques. Ici, vous avez une carte de ce que représente dans le revenu des hôtels la clientèle chinoise. Évidemment, c'est contrasté. Certains établissements sont beaucoup plus exposés à cette clientèle et d'autres moins. En gros, c'est entre, fourchette haute, 3 et 4%. 3 et 4%, c'est beaucoup, mais ce n'est pas non plus la fin du monde. Et donc, si on regarde ce qui s'est passé, je fais un petit retour en arrière ensemble en 99, on prend une longue série. Ici, vous avez la parité euro-dollar, qui est la courbe en bleu, et vous avez qu'est-ce qu'on a, notre courbe en rouge, sur le nombre de visites, le nombre de nuitées de clientèle américaine. Pourquoi c'est intéressant de regarder ça ?
parce que vous avez effectivement le 11 septembre en 2001, et donc c'est le moment où les Américains, et aussi explosion de la bulle Internet, donc on a cette clientèle qui faisait l'alpha et l'oméga dans l'hôtellerie au niveau mondial, tout d'un coup arrête de voyager, se replie sur elle, elle a peur, elle ne prend plus l'avion, elle est aussi dans une période de crise économique assez compliquée. On voit clairement, vous voyez, c'est assez marrant en 2014, le point d'inflexion, hein, quand la parité euro-dollar baisse, on a tout de suite un retour des clientèles américaines en termes de nuitées. Donc déjà, c'est un élément qui est assez important et on pourra imaginer que là aussi, c'est un élément de normalisation qu'on va avoir peut-être très certainement avec les remontées de taux progressifs. Je te laisserai y répondre éventuellement. Mais si on regarde dans le même temps ce qui s'est passé, on vous a mis les taux d'occupation en haut. Donc, dans les années 2000, le haut de gamme à Paris, c'était 74 ou quasiment 74,5% de taux d'occupation. Ensuite, on arrive 2003, au moment de la crise, 60, donc effectivement une contraction de la demande. Et on termine sur 2018, je crois que c'est le chiffre de 2018, quasiment à 80% de taux d'occupation. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet intervalle? On a eu effectivement l'arrêt des clientèles américaines, mais on a eu l'émergence des BRICS. Le Brésil, le Moyen-Orient, la Chine, la Russie sont mis à voyager massivement. Ensuite, on a eu un retour un peu conjugué des clientèles américaines sur, on va dire, années 2012-2013. Et donc, on a eu un effet de push. Hein. D'ailleurs, pendant cet intervalle, en l'espace de 3 ans, on a eu on a à peu près 60 000 chambres Airbnb qui sont développées sur Paris. On termine quand même l'année à des niveaux quasi proches ou supérieurs à 80% de fréquentation. Donc, est-ce qu'il faut s'inquiéter de voir disparaître quelques éléments de demande dont on avait l'habitude à date? Instinctivement, et comme ça, au premier chef, oui, c'est anxiogène, mais ce que nous a démontré les crises, c'est qu'on avait des relais de demande qui se développaient. Et on l'a vu, Adrien le présentera tout à l'heure, on a vu les clientèles loisirs, les clientèles domestiques, il y a des relais en termes de demande. Est-ce que ça veut dire que tout va être, il faut être dans l'excès d'optimisme ou pas, ou dans l'excès de pessimisme? Le cerveau humain est toujours une nuance entre les deux. Il y a des éléments d'inquiétude et il y a des éléments de réassurance. Je ne sais pas s'il nous restait un petit slide. Alors, la grande question que tu as abordée, qui était la question de l'inflation, que j'aime bien cette question-là. Je pense qu'il y a beaucoup de débats et ce ne sera pas une bonne réponse à une bonne problématique. Mais on a essayé, je vais essayer de vous décrire ce graphique parce qu'on a essayé d'en faire une slide, mais il y a pas mal de choses à essayer de comprendre. Ce n'est pas une réponse à la question, mais je vous amène à regarder l'échelle. On est en France ici, en 1983, et si vous regardez entre 1983 et 1992, pour mémoire 91, crise aux États-Unis, 93, crise en France, vous avez une inflation de 3,6% pendant cette période-là. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe une croissance de l'offre de quasiment 3%, 2,8% en croissance annuelle moyenne, et vous avez une baisse des prix moyens. Première question, c'est est-ce que ça a été quelque chose de tragique pour notre secteur? Pas spécialement, ça a été, entre guillemets, l'industrialisation par les hôtels de chaîne de l'hôtellerie en France, qui fait que la France était un des marchés les plus matures et les mieux développés par ses champions nationaux, hein, que ce soit Accor, Louvre Hôtel, puis ensuite B&B sur l'hôtellerie économique. Et donc ce qu'on voit ici, c'est que c'était une période également où c'était plutôt le taux d'occupation, la demande, qui était un driver de croissance du RevPAR. Pour tout le reste du temps, si je reprends à partir de 93, donc c'était la crise, c'était à peu près normal, vous voyez que l'offre, donc ce qui est en noir, hein, les bâtonnets en noir, est restée flat. On n'a plus développé vraiment d'offres nettes sur le marché. Et donc qu'est-ce qu'on a eu? C'est ce 3,8 au milieu, là, dans les années 2000, on a eu une inflation des prix moyens. Et donc à partir de cette période-là, ça a été les prix moyens qui ont été un vrai driver de croissance du RevPAR. Et donc, ce qu'on peut retenir de ça, c'est que les périodes où on a de l'inflation sont plutôt propices à un développement d'offres. On sait comment ce développement d'offres s'est fait à l'époque. Il a restructuré un marché, il a restructuré les hôtels de préfecture avec des concepts. Très certainement qu'on va avoir devant nous, si on a de l'inflation, une décade de développement d'offres avec des nouveaux produits. Et on en parlera aujourd'hui. Est-ce que ça va être de l'hybride? Est-ce que ça, voilà, quelles vont être un peu la nature de ces nouveaux produits? Et du coup, peut-être pour conclure, Christophe, sur l'inflation, c'est quoi ton sentiment off-record? Comme on est entre nous, alors on s'est mis dans le bunker.
Moi, depuis le départ, je pense qu'en gros, il y a 3 types d'inflation. Vous avez l'inflation transitoire qui touche, on va dire, tous les secteurs où il y a eu de la réouverture, qui pour le coup va se dissiper. Il y a de l'inflation transitoire avec effet cliquet, donc qui est potentiellement lié aux semi-conducteurs, à l'automobile, qui va durer beaucoup plus que prévu et qui se normalisera, mais qui laissera des traces. Et puis ensuite, il y a l'inflation, à mon avis, qui est durable et sous-estimée, donc qui est beaucoup plus visible aux États-Unis via le canal des loyers, parce que, bon, pour tout un tas de facteurs structurels, on pourra en parler ne serait-ce qu'une heure là-dessus. Ça va, à mon avis, ça va perdurer, mais aujourd'hui, on sent vraiment que sur l'effet surprise, à mon avis, les gens sont encore, on va dire, trop conservateurs sur leur vision de l'inflation, et il y aura, à mon avis, encore à échéance 6-9 mois, des surprises à la hausse. Très bien. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Vous avez une consultation Oracle gratuite ce matin. Personne a une question? Parfait. Eh bien, merci beaucoup Christophe. Merci à toi Annalise. Merci beaucoup.